Il faut de l'audace pour s'attaquer, comme vient de le faire Annie Cohen-Solal, à un monument de la pensée moderne, Jean-Paul Sartre. En publiant sa biographie, la première biographie complète d'ailleurs, Annie Cohen-Solal relève le défi. 4 ans de travail. 4 ans, 3 ans et demi presque. À plein temps. À plein temps, j'ai fait que ça. Et je ne le regrette pas, j'ai pas vu le temps passer. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une commande américaine. Oui. Et donc ce livre a été racheté par les Français, voilà. mais c'est un Américain qui vous a commandé Tout à fait. la biographie de Sartre. C'est un éditeur américain d'origine française, il s'appelle André Chiffrine, d'origine française parce que son père avait créé la Pléiade chez Gallimard. Il est en Amérique depuis 1940. Et il vient tous les ans faire une tournée des éditeurs français en disant qu'est-ce que vous préparez. Et il s'était mis dans la tête de trouver quelqu'un pour faire une biographie de Sartre. Alors il allait voir les gens des éditions du Seuil, les gens de chez Gallimard en disant « Est-ce que vous avez envie de vous allier à moi pour commander une biographie de Sartre ?» Et on lui disait « Vous savez, Sartre n'est pas très à la mode, il est vieux, il est mourant, il est aveugle. » Donc André Chiffrine n'a pas trouvé. Et finalement, il a vu mon premier livre qui est sorti en 1980. Sur Paul Nizan. Sur Paul Nizan. Il a beaucoup aimé. Il m'a écrit une lettre en me disant « Est-ce que vous seriez prête à faire une biographie de Sartre ?» J'ai dit « Bien sûr, surtout pas. Non, non, non. » Ça me terrorisait. Oui, je comprends. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on s'attaque à un personnage comme ça d'être trop respectueuse du personnage? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Moi, il m'intimidait énormément. Vous l'aviez déjà rencontré personnellement? Oui, je l'ai connu quand j'avais 20 ans. Je l'avais interrogé, je l'avais trouvé extrêmement sympathique, extrêmement émouvant, extrêmement petit. Et j'avais trouvé qu'il ne se prenait pas pour Jean-Paul Sartre. C'est ça que j'aimais bien. Il avait une espèce de style démocratique dans le quotidien. J'avais interrogé pour mes études et c'était formidable. Il était plus intimidé que moi. Et donc, mais alors j'ai beaucoup été aidée, si vous voulez, par l'entourage de Sartre, qui me disait « Allez-y, Annie, allez-y, bousculez Sartre, critiquez-le sur son père, par exemple. » Et si vous voulez, ils avaient gardé les manières de Sartre, c'est-à-dire moi, on peut me critiquer. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je le prends bien, oui. J'ai de l'humour. Donc, ils m'ont poussé à avoir de l'humour avec Sartre et à pas le statufier. Si oui, évidemment, vous ne portez pas de jugement sur l'œuvre, sur la pensée de Sartre. Mais quand on lit le livre et qu'on parle de Sartre et les femmes, oui. C'est là qu'on peut l'attaquer, c'est là qui est critiquable. Sartre a utilisé les femmes comme n'importe quel macho, et pourtant c'était un homme qui se taxait d'être moderne, moderniste et d'avant-garde. Écoutez, il a eu donc des relations avec les femmes très particulières, très compliquées. Il avait des histoires d'amour partout dans tous les pays. Et partout à Paris aussi, dans la ville. Absolument, oui, bien sûr. Et si vous voulez, son problème avec les femmes, c'est qu'il ne savait pas rompre. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, il disait à son ami du moment, je ne t'aime plus, mais voilà, tu auras une maison, une assurance de vivre jusqu'à la fin de tes jours, je te donne des droits d'auteur, je te fais des cadeaux, je te verrai, et je te verrai tous les mardis à midi. Bon, j'en connais qui n'ont pas accepté ce contrat-là. C'est-à-dire, je t'aime plus, mais je reste un copain. Il y en a qui n'ont pas accepté ce contrat-là. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont continué de recevoir, et, autrement dit, payer des pensions à plusieurs femmes. Tout à fait. Mais si vous voulez, d'une certaine façon, la vie amoureuse se transformait en une vie professionnelle. C'est-à-dire qu'une femme que Sartre avait aimée et qu'il voulait continuer de voir sans rompre avec elle, devenait son interprète ou sa traductrice ou sa collaboratrice ou son actrice, par exemple. Donc il a réussi à transformer, si vous voulez, une relation d'amour en relation de travail. Est-ce que sur le plan intellectuel, Sartre est un homme qui se laissait influencer? Ou si ce n'était pas le contraire? Je crois que c'est exactement l'inverse. Je crois que j'ai rarement rencontré, puisque je peux dire que j'ai vécu avec lui pendant 4 ans, j'ai jamais vécu avec quelqu'un, si vous voulez, qui était aussi sûr, aussi conscient de sa valeur que lui. Dès qu'il est tout petit, il est certain d'être écrivain et écrivain célèbre. Quand il a 20 ans, il a une assurance de son génie qui est absolument folle. Tous ses amis de l'école normale supérieure me disaient, il était certain de devenir célèbre. Il nous écrasait tous par le poids de sa culture, par son humour, par ses talents. Donc, au fond, il a labouré le même sillon, je crois. Il a été mûr très tôt et toute sa vie le même sillon sans dériver d'un pouce. C'est extraordinaire. Oui. Ça. Est-ce qu'il a beaucoup souffert d'être petit et laid? Parce qu'il était laid. Il était laid, il était très laid, il était très petit. Écoutez, toutes les femmes à qui j'ai demandé décrivez-moi, vous avez aimé Sartre, décrivez-le-moi, parlez-moi de son physique. Vous le trouviez beau ou laid? Personne ne me parle de sa laideur, on ne parle que de sa séduction, que de ses cadeaux, que du fait qu'il essayait de comprendre les femmes, de les aider. Enfin, tout à l'heure, vous me parliez de lui et des femmes. Au fond, tout est dans une histoire où, quand il est petit garçon, bon, je vous raconte, c'est une seconde, il habite près du jardin du Luxembourg avec son grand-père, sa mère et sa grand-mère, et il était enfant unique. Donc il descendait, il s'ennuyait beaucoup avec ses vieux, et il descendait dans le jardin du Luxembourg
il était tout seul. Il disait de lui-même, j'étais l'exclu des jardins publics. C'est joli, non? Et alors, il prenait des marionnettes, il se mettait derrière une chaise, il faisait jouer ses marionnettes et il attendait que les petites filles viennent à lui. Donc, il séduisait les petites filles dans le jardin du Luxembourg quand il avait 8 ans en utilisant les marionnettes. Et toute sa vie, il a séduit les petites filles ou les dames en écrivant des pièces de théâtre pour elles et elles devenaient ses actrices. C'est ça, Sartre et les femmes. Il ne se laissait pas influencer, il était conscient, dites-vous, totalement conscient de sa valeur, sauf qu'à la fin de sa vie, quand il est malade, il est pris en charge par des gens, de jeunes gauchistes autour de lui. Et alors là, il change complètement. Tout à fait. Est-ce que pour vous, c'est parce qu'il était malade et qu'il était plus tout à fait Jean-Paul Sartre? Ah oui, tout à fait. Si vous voulez, vous imaginez que quand on a plusieurs femmes dans sa vie, bon, lui était un génie, il mentait à tout le monde, il cloisonnait. Donc les femmes ne se connaissaient pas. J'ai été très étonnée de savoir... Sauf Simone de Beauvoir, qui les connaissait toutes. Elle les connaissait toutes, mais pas de près. Elle n'était pas très amie. Elle était au courant. Simone de Beauvoir savait ce qui se passait, mais elle ne fréquentait pas les autres femmes. Donc, quand Sartre est devenu aveugle, le cloisonnement ne fonctionnait plus, donc toutes les femmes se rencontraient. Et certaines m'ont dit que c'était du faido. Il y en avait une qui sortait par la chambre de bonne, l'autre qui arrivait par la grande porte. Et alors, vous savez que les dernières années de la vie de Sartre, pendant 7 ans, il était aveugle et il n'avait donc... C'était comme Beethoven, qui était compositeur sourd. Sartre était écrivain aveugle, c'est-à-dire que pendant 7 ans, il n'a plus pu ni écrire, ni lire, ni communiquer avec le monde extérieur, sauf par les autres. Et ça a été une catastrophe, je crois. Donc tout le monde s'est fait rencontrer, c'était atroce. C'est pour ça que les derniers textes de Sartre sont des textes discutables. Absolument. Ce sont des textes qui sont passés par l'intermédiaire d'autres, que lui relisait, mais il s'acharnait, je crois, de façon un peu maladroite, pour faire comme s'il était toujours aussi vivant qu'avant. Et en plus, il était affaibli intellectuellement. Il avait pris tellement de drogue, des amphétamines tout au cours de sa vie, que mentalement, ça n'était... De l'alcool. Oui, c'était un homme qui était physiologiquement détruit, je crois, qui était physiquement détruit. Donc les derniers temps, il était somnolent, il fallait que ses secrétaires le réveillent, lui parlent très fort pour essayer de le remettre un peu en vie. Et c'était un peu faux, d'ailleurs, les dernières années intellectuellement de Sartre. À quel moment, pour vous, s'arrête l'œuvre de Sartre? Avec son Flaubert? Oui, avec son Flaubert. En 73, il devient aveugle à l'automne 73. Et à partir de ce moment-là, il ne communique plus avec l'extérieur que par l'intermédiaire d'un secrétaire. Donc tout ce qu'il peut faire après, c'est vraiment... plus vraiment lui complètement. Mais si vous voulez, il avait tellement d'orgueil. Je crois que on peut dire de Sartre que c'était un mégalomane, c'était un type d'un orgueil fou qui a voulu dévorer le monde. Et à la fin, comment on peut dévorer le monde quand on est un petit vieux dans un fauteuil et qu'on dépend de tout le monde et qu'on dépend des autres. Donc c'est vrai, l'œuvre de Sartre s'arrête à son Flaubert de 73, oui. Je vous remercie, Annie Cohen-Salal.